One love, one heart. Let's get together and feel alright. The children crying. Mais ça tourne! Salut la compagnie, désolé, je m'apprêtais à ranger mes téfilines pour vous parler d'unité, de fraternité entre les peuples, quand j'ai eu une envie subite d'écouter One Love, One Heart de Bob Marley. Pardon? Ça vous dérange cet accointrement? Vous trouvez que mes vidéos prennent un tour un petit peu trop messianique? Vous n'avez pas tort, c'est vrai que d'une certaine manière, je suis venu accomplir toutes les écritures, en particulier les articles de recherche les plus pointus. Allez, je vais vous faire une confidence. L'autre soir, on dînait avec un ami, et juste avant de s'en aller, je lui ai proposé de faire un petit tirage de Yiking. Vous savez, cette technique de divination chinoise. Oh, j'y prête pas plus d'attention que ça, mais on passe souvent un bon moment. Et cette fois-ci, devinez quoi? Mon tirage est tombé sur Tsue, le rassemblement, le lac au-dessus de la terre. Je vous le lis. Le rassemblement des hommes dans des communautés d'une certaine importance est ou bien naturel, comme à l'intérieur de la famille, ou bien artificiel, comme dans l'État. La perpétuation de ce rassemblement s'accomplit au moyen du culte des ancêtres, à l'occasion duquel le clan tout entier se réunit. Par la piété unanime des vivants, les ancêtres sont si bien intégrés dans la vie spirituelle de la communauté de leurs descendants que celle-ci ne peut ni se disperser, ni se dissoudre. Là où les hommes doivent être rassemblés, la puissance religieuse est nécessaire. Mais il faut aussi qu'un chef humain soit là comme centre du rassemblement. Pour pouvoir rassembler les autres, ce centre du rassemblement doit tout d'abord être rassemblé, recueilli en lui-même. C'est seulement par la force morale du recueillement que le monde peut s'unir. De telles grandes époques d'unification lègueront aussi de grandes œuvres. C'est le sens du grand sacrifice qui est offert. Et dans le domaine profane, aussi, de grandes œuvres doivent être accomplies aux époques de rassemblement. Ça ne vous rappelle rien, le rassemblement, le clan, le culte des ancêtres, l'unification de la communauté contre les forces de dispersion, la puissance religieuse, le sacrifice? Mais à quoi ça sert que je me décarcasse avec mes vidéos sur la coopération depuis 2 ans? Allez, dans cette vidéo, je vais vous baptiser dans le lac des histoires de nos ancêtres et vous allez comprendre pourquoi la parole est fondamentale pour la coopération, en particulier intertribale, et bien sûr, ce que cela signifie concrètement pour votre tribu, pour votre entreprise. À tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Ifargan et depuis 2014, soit depuis plus de 8 ans maintenant, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeantes de grandes entreprises françaises en leur expliquant que l'inertie, la bureaucratie, la démotivation étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a été en mesure de même tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque? Globalement, l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir sur l'extérieur. Car l'ouverture de l'entreprise, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformation, sans oublier bien sûr les directions opérationnelles, à tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la coopération et de la fluidification des échanges interentreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur l'informatique, le droit, la gestion, domaines que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre dans un moment de révélation que le langage de la coopération plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au
au boulot. Bon, vous savez certainement quel est aujourd'hui le fin du fin en matière de publicité. Les experts marketing, taisez-vous si vous connaissez déjà la réponse. Non, ça n'est pas la publicité à la télévision. Non, ça n'est pas non plus la publicité sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Non, aujourd'hui, le fin du fin en matière de publicité, c'est ce qu'on appelle les influenceurs. Vous savez, ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui racontent des histoires sur leur chaîne YouTube ou TikTok et qui fédèrent des communautés de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de fans. C'est que, voyez-vous, en marketing, comme dans bien d'autres domaines, nous vivons depuis environ un siècle un retour à l'oralité, même si cette oralité reste profondément structurée par l'écriture. C'était d'ailleurs le sujet de ma dernière vidéo. Ce retour à l'oralité a commencé avec la radio, puis la télévision, dans les années 70. Les familles, et parfois les nations entières, se rassemblaient religieusement chaque soir autour de leur poste de radio ou de télévision, en particulier lors des matchs de foot ou des grands débats politiques. Mais avec l'arrivée d'Internet dans les années 90 et la prolifération de la vidéo, nous sommes aujourd'hui littéralement envahis par cette oralité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la différence de la lecture qui replie le lecteur sur lui-même, l'acte d'écouter est une expérience fondamentalement sociale et collective. Car la parole est dite à un endroit et à un moment donné. Et c'est à cet endroit et à ce moment que l'audience doit se rassembler pour l'écouter. Dit autrement, à la différence du lecteur, l'auditeur fait toujours partie d'une audience. Ce pouvoir qu'a la parole de fédérer le groupe est fondamental dans toutes les cultures et toutes les civilisations, en particulier dans nos sociétés laïques. Certains d'entre nous vont encore dans des lieux de culte, non seulement pour participer à des rituels religieux, mais aussi, voire surtout, pour écouter les sermons des prêtres, des curés, des imams et des rabbins qui commentent les fameuses écritures. Et pour comprendre ce rôle social du conteur avant l'apparition de cette paradoxale écriture, il faut se rendre en Afrique occidentale où règnent encore les griots et les griottes, ces conteurs et conteuses que l'on invite à toutes les grandes occasions familiales et tribales. Et ce que l'on apprend, c'est que ces personnages sont en fait bien plus que des conteurs et des chanteurs. Ils jouent en effet un rôle central et complexe dans les sociétés traditionnelles africaines grâce à la crédibilité qu'ils retirent de leur maîtrise de l'art de la parole et de la mémoire collective, en particulier auprès des rois et des puissants. Par exemple, comme ils sont régulièrement invités aux cérémonies familiales pour chanter les louanges de l'hôte ou raconter l'histoire du clan, les griots sont aussi souvent les mieux placés pour connaître les familles et en parler. Et l'on fait donc souvent appel à eux en tant qu'entremetteurs ou pour prendre une épouse. Et ce rapport entre parole, récit et confiance explique pourquoi en Afrique, pour reprendre les mots fameux d'Amadou Hampâté-Bâ, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Ifeoma Mabel Onyemelukwe, une professeure nigériane de littérature française, a écrit un petit article très clair sur les griots qui m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette institution. Mais j'y ai surtout trouvé un très beau passage où l'on voit comment un griot mandingue, Mamadou Kouyaté, se présente à ses pairs. Je vous le lis, c'est édifiant. Je suis griot. C'est moi, Djeli Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djeli Kédiane Kouyaté, maître de l'art de la parole. Depuis la nuit des temps, les Kouyaté étaient au service des princes Keïta de Mandingue. On est un sac de mots. Nous sommes des sacs qui détiennent des secrets des siècles. L'art de la parole n'a aucun secret pour nous. Sans nous, les noms des rois tomberont dans l'oubli. Nous sommes les mémoires des hommes. C'est à travers les mots que nous faisons revivre les exploits des rois pour les jeunes générations. Mes mots sont purs et dépourvus de tout mensonge. Ce sont les mots de mon père. Ce sont les mots du père de mon père. Je vous dirai les mots de mon père comme je les ai reçus. Les griots du roi ne disposent d'aucun mensonge. Ce qui est édifiant dans cette présentation, c'est cette articulation limpide entre l'art de la parole, la mémoire collective et la crédibilité, en particulier auprès des rois et des puissants, et qui fait des griots des véritables tiers de confiance, catalyseurs de coopération, non seulement au sein du groupe, de la famille élargie ou de la tribu, mais aussi entre les groupes
et les tribus, j'y reviendrai dans quelques instants. En attendant, si les griots jouent un rôle si important en Afrique, il faut imaginer qu'au Paléolithique, le rôle des conteurs était beaucoup plus important, car les groupes humains étaient alors beaucoup moins structurés et beaucoup plus fluides qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il n'y avait en effet pas encore ces relations ethniques, religieuses, familiales complexes que nous connaissons aujourd'hui, et la parole jouait donc un rôle fondamental de structuration sociale. Pour comprendre cette idée d'organisation fluide au Paléolithique, il faut avoir à l'esprit que le mode de vie de nos ancêtres fut très souvent marqué par une saisonnalité qui alternait entre une saison d'abondance, propice au regroupement, et une saison de disette où ces regroupements se fragmentaient en plus petits groupes qui s'éparpillaient pour tenter de survivre. À tel point que pour Robert Louis, un anthropologue spécialiste des Indiens d'Amérique, pendant une grande partie de l'année, la tribu n'existait tout simplement pas en tant que telle, et les familles plus ou moins étendues qui décidaient de vivre ensemble ne nécessitaient la plupart du temps pas d'organisation ou de discipline particulière. Cette idée d'une fluidité sociale et organisationnelle induite par la saisonnalité, on la doit à Marcel Mauss, le père de l'anthropologie en France, qui inventa le terme de morphologie saisonnière pour décrire le fonctionnement des sociétés esquimaux-inuits du pôle Nord, dont la structure sociale et politique changeait complètement d'une saison à l'autre. Et du fait de cette saisonnalité, les groupes n'étaient donc pas figés dans le marbre. Ils pouvaient être reconfigurés à chaque saison d'abondance et de regroupement en fonction de la crédibilité des chefs conteurs quant à leur capacité à survivre à la prochaine saison de disette. Crédibilité qui reposait pour une bonne part sur leur maîtrise de l'art de la parole et de la mémoire collective. Cette fluidité organisationnelle, Claude Lévi-Strauss l'a magnifiquement décrite dans Triste Tropique en parlant des Nambiquara, une tribu indienne du Brésil au mode de vie particulièrement archaïque, je le cite. La structure sociale Nambiquara est dans un état fluide. La bande se forme et se désorganise. Elle s'accroît et disparaît. Dans l'intervalle de quelques mois, sa composition, ses effectifs et sa distribution deviennent parfois méconnaissables. Des intrigues politiques à l'intérieur de la même bande et des conflits entre bandes voisines imposent leur rythme à ces variations et la grandeur, la décadence des individus et des groupes se succèdent de façon souvent surprenante. Si frappante qu'elle soit, la formule est moins significative encore que le nom qui sert à désigner le chef dans la langue Nambiquara. Willy Kandé semble vouloir dire celui qui unit ou celui qui lie ensemble. Cette étymologie suggère que l'esprit indigène est conscient de ce phénomène que j'ai déjà souligné, c'est-à-dire que le chef apparaît comme la cause du désir du groupe de se constituer comme groupe, et non comme l'effet du besoin d'une autorité centrale ressentie par un groupe déjà constitué. Derrière ce nom de Willy Kandé, celui qui lie ensemble, il y a l'idée que ce qui faisait tenir ces groupes, c'était la capacité des chefs de rassembler autour d'eux leurs contemporains, en particulier grâce à leur maîtrise de l'art de la parole et de la mémoire collective. Cette capacité du chef à fédérer un groupe autour de lui par le langage est en fait très ancienne et remonte probablement avant l'émergence de notre espèce Homo sapiens il y a 300 000 ans. La spécificité d'Homo sapiens, toutefois, a été d'être capable de dépasser la structure familiale immédiate pour organiser la coopération au niveau intertribal. C'est ce qui explique que, contrairement à ce qui est observé chez nos cousins les primates, les groupes humains ne sont que rarement composés de parents proches. En particulier les sociétés de chasseurs-cueilleurs, dans lesquelles les liens de parenté qui s'établissent au sein des groupes, mais aussi entre ces groupes, sont à la fois bien plus complexes que dans nos sociétés modernes, tout en ayant un rôle bien plus structurant de l'organisation sociale. Et chez Homo sapiens, la coopération s'effectue donc à deux niveaux. Un premier au niveau du groupe immédiat, de la famille, de la tribu ou de la bande, et un deuxième au niveau
intertribale qui s'étend au Paléolithique sur des territoires immenses. Mais il faut bien comprendre que ces deux niveaux de coopération sont un peu contradictoires l'un avec l'autre. Plus en effet la coopération est fluide au sein de la tribu, plus celle-ci risque de se séparer de la structure intertribale. Exactement comme aujourd'hui, les échanges interentreprises sont marqués par la lourdeur et la complexité, alors que les échanges qui s'effectuent à l'intérieur de l'entreprise s'effectuent, eux, dans un climat de relative confiance. Dans ces conditions, ce que permet justement l'art de la parole, c'est de dépasser et transcender les limites à cette coopération intertribale. Tout comme les griots en Afrique, les prêtres, les imams, les curés sont encore aujourd'hui souvent sollicités pour jouer le rôle de médiateur dans la société, pour calmer les tensions, pour résoudre les crises, ou rétablir la paix entre les familles grâce à la crédibilité et à la force de persuasion que leur donne la maîtrise de l'art de la parole et de la mémoire collective. Bon, maintenant vous êtes un peu plus au fait de l'organisation sociale des groupes humains au Paléolithique. Vous êtes prêts pour votre deuxième leçon de linguistique paléolithique. Nous allons parler du Messie, ou plutôt des Messies, institution centrale de la coopération intertribale au Paléolithique. Le mot Messie vient de l'hébreu Mashiach, qu'on traduit généralement par loin, c'est-à-dire une personne ayant reçu de l'huile sur la tête, ce qu'on appelle une onction. Mais cette définition lié à l'huile n'est qu'un exemple de rénovation au néolithique d'un concept beaucoup plus archaïque remontant au paléolithique. Pour retrouver le sens d'origine, il faut s'intéresser au mot Mashiach. Il est constitué d'un mème que l'on retrouve souvent en hébreu comme préfixe pour exprimer l'idée d'agent, et du mot shacha, qui signifie s'abaisser, s'humilier. Je reviendrai dans quelques instants sur cette idée de l'abaissement et de l'humiliation du Messie, qui doit vous rappeler quelques souvenirs si vous êtes chrétien. Mais en attendant, regardez d'un peu plus près ces deux lettres, Sha et Cha. Ça ne vous rappelle rien ? Bon, pour les derniers arrivés sur ma chaîne, nous avons parlé dans ma dernière vidéo du prince-poète Sarah ou Shara. Et j'en ai profité pour vous expliquer qu'au Paléolithique, les sons sa et cha ne correspondaient qu'à une simple différence d'accent et exprimaient en fait le même sens. Et le mot saha signifie méditer, faire un discours. Ça y est, vous voyez où je veux en venir ? Toujours pas ? Bon, pour comprendre un peu mieux le sens du mot saha ou shaha, il est temps que vous appreniez un autre mot fondamental du Paléolithique. Ce mot, c'est ach. Ach, en hébreu, ça veut dire le frère. De ach provient, par exemple, le mot echad, qui signifie un, wahad en arabe. Vous savez, comme dans cette prière fondamentale du judaïsme que je vous présentais dans ma dernière vidéo. Shema Israël, Hachem Echad, écoute Israël, l'Éternel est un. Pendant 2500 ans, on a voulu voir la Torah comme l'archétype du monothéisme, mais on est passé à côté de l'essentiel. L'essentiel, ça n'est pas que l'Éternel soit un. L'essentiel, au Paléolithique en tout cas, c'est que l'humanité soit une. On retrouve bien sûr ce concept d'unité dans le Coran qui rappelle qu'au début, l'humanité était unie. Umma Mutahida, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'ère d'abondance. Mais en hébreu, le mot ach a un deuxième sens beaucoup moins connu. Le foyer, là où le feu brûle. En fait, ach au Paléolithique, c'est fondamental. C'est le mot qui relie la chaleur du foyer à la fraternité au sein du groupe. J'y reviendrai très souvent dans mes prochaines vidéos. Ach, c'est l'incarnation d'une expression très à la mode, vivre ensemble. Et pourtant, c'est une expression vieille probablement de plusieurs centaines de milliers d'années. Ah, 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 c'est chaud, c'est hot. Le son ach est en fait tellement important en hébreu qu'il bénéficie d'un étonnant traitement de faveur. Car on devrait lire ce mot ma-shi-cha et non ma-shi-ach, car il lui manque le aleph intermédiaire. Mais on lit pourtant ach et non cha, tous les mots en hébreu qui finissent par la lettre chet. Ce traitement de faveur unique pour le son ach
n'est pas anodin, bien évidemment. Mais pour le moment, vous comprenez à présent un peu mieux ce qu'est le Messie ou le Mashiach. Rappelez-vous, Shacha, c'est comme Sacha, qui signifie méditer, faire un discours. Le Messie ou le Mashiach, c'est celui qui, en racontant, en méditant, Sacha, rapproche le groupe autour du feu, exactement comme Willy Kandé, celui qui lit chez les Nambikwara dans Triste Tropique. Oups, pardon, je me suis trompé, le point, il n'est pas là, il est là, pour Ra. Désolé les arabisants. Ça va certainement vous étonner, mais ce lien entre le son Sacha et la parole qui unifie, on le retrouve aussi dans nos langues indo-européennes. Vous ne me croyez pas ? Vous vous rappelez, le titre de cette vidéo, il commence par House Music. Vous avez certainement dû vous demander à quoi cela pouvait bien faire référence. C'est que le mot musique, mousiké en grec, vient des muses, mouséia, ces personnages extraordinaires que les poètes invoquaient pour trouver l'inspiration avant de chanter. Mouséia, Masia, ça vous parle? Imposé comme rapprochement? D'accord, passons au mot house à présent. House, un bon vieux mot d'origine bien germanique. Hus, d'origine bien germanique. Vous êtes bien sûr? Saha, Sa, la Russe, ne serait-ce pas cette maison collective et rituelle dans laquelle les membres de chaque tribu se réunissaient pour parlementer, la House of Parliament? Mais non, c'est impossible. Comment imaginer que des concepts aussi fondamentaux pour la culture européenne que sont les Mousseia des Grecs et les House des Germains aient une origine sémitique? Laissons donc pour le moment cette question ouverte et quittons, si vous le voulez bien, le néolithique et l'âge du bronze où tout est si confus pour retourner dans notre bon vieux paléolithique. Des messies au paléolithique, des Mashiach, l'humanité en a connu beaucoup. Mais tous ces hommes, car oui, c'était souvent des hommes, avaient un talent bien particulier, ils étaient tous des linguistes. Le Messie, au paléolithique, un linguiste? Oui, je sais, ça vous en bouche un coin. Vous pensez certainement que la linguistique est née à la fin du XIXe siècle avec Ferdinand de Saussure. Et non, vous voyez, c'est encore et toujours un exemple de ce complexe de supériorité avec lequel nous regardons les générations passées. Ce péché mignon de la civilisation occidentale qui privilégie tellement le neuf et le nouveau qu'elle ne réalise pas qu'elle tourne sans cesse en rond comme un chien qui se mord la queue. Pour être plus exact, ces hommes n'étaient pas seulement des linguistes, ils étaient des super linguistes, car ils avaient trouvé la pierre philosophale, le Graal que cherchèrent en vain les alchimistes du Moyen-Âge, le secret du langage. Oui, le secret du langage, celui précisément que la Société de linguistique de Paris s'est interdit de chercher au début du XXe siècle, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur les biais éthiques et cognitifs en anthropologie. Chacun avait son style, mais tous, en particulier le Christ, utilisaient les paraboles, machal en hébreu, vous savez, ces histoires pour enfants. Tous étaient capables de rappeler à leurs contemporains des liens qu'ils avaient oubliés entre des mots, comme par exemple celui entre le pain et la chair que je vous rappelais dans ma vidéo sur le partage. Et tous étaient capables de partager avec ces mêmes contemporains cette passion qu'ils avaient pour le langage, jusqu'à leur permettre à eux aussi de percer le secret du langage. Ce fut le cas du Christ durant l'épisode de la Pentecôte et des 120 langues de feu au-dessus des disciples. Ce fut bien sûr aussi le cas de Moïse qui partagea l'esprit, Ruach, durant la constitution de l'assemblée des 70 sages dans le livre des Nombres au chapitre 11, verset 25. Mais je reviendrai sur ce mystérieux Ruach dans ma prochaine vidéo. En attendant, ce secret du langage leur permettait de reconstruire l'histoire des origines qui fascinait tant leurs contemporains, cette fameuse characha dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. En fait, grâce à ce don, ils connaissaient tellement bien le passé qu'ils étaient bien souvent en mesure de prédire l'avenir. Car le paléolithique était bien plus prédictible que notre époque, le temps s'y écoulait bien plus lentement. Et cette connaissance intime du passé et du futur leur assurait une place légendaire. On parlait encore d'eux des dizaines de milliers d'années après leur mort. Mais surtout, elle leur donnait la crédibilité et le pouvoir d'innover et de transformer la culture de l'humanité en leur permettant de mettre en évidence les points qui bloquaient la coopération entre les différents groupes humains.
Grâce à son charisme et à la fascination qu'il exerçait sur ses contemporains, le Mashiach est progressivement devenu l'archétype de l'homme capable d'unir non seulement le groupe, la tribu, mais aussi à un autre niveau, permettre cette coopération entre les tribus, qui fut une des clés de la révolution paléolithique, jusqu'à ce qu'il nous parvienne dans la Bible comme cet homme providentiel apportant la paix entre les nations du monde. Tiens, en passant, ça ne vous dit rien, un Messie qui réunit des tribus, 12 tribus, et oui, Moïse, dont le prénom en hébreu est Moshe, est très proche de Mashiach. Car oui, en hébreu comme en arabe, les sons ha et cha sont très proches, mais on reviendra dans quelques vidéos sur Moïse, ses 12 tribus, et le pouvoir de la parole. Il y a encore beaucoup à en dire. Mais en attendant, ne croyez pas que la vie de ces grands hommes était de tout repos. Tout d'abord, ils devaient affronter le cynisme et le scepticisme de leurs contemporains. Chaque groupe humain avait en effet sa propre culture et sa propre organisation, et la tendance à la divergence a toujours été là dès la révolution paléolithique, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, avant d'être amplifiée par la révolution néolithique il y a quelques milliers d'années. Et pour convaincre et rappeler l'origine commune de l'humanité aux autres hommes, et en particulier aux chefs, qui étaient eux aussi de fins conteurs, et permettre ainsi l'émergence de pratiques coopératives qui dépassaient le strict cadre du groupe tribal, ces hommes n'avaient souvent pas d'autre choix que de se retirer de leur propre groupe pour tenter de convaincre tous les groupes. Et au Paléolithique, se retirer du groupe était autrement plus exigeant que de se retirer d'un groupe Facebook ou d'un groupe WhatsApp. Cette rupture du lien social, ce retrait, était à la fois fondateur et source de souffrance, de dépression et de perte de confiance, car ce qui distinguait Homo sapiens des autres espèces d'hominidés qui lui étaient contemporaines, c'était précisément cette capacité à nouer des relations. Avant de devenir des hommes légendaires, la vie des messies était donc loin d'être confortable, ils vivaient littéralement dans la poussière. Mais cette humilité, ce retrait du monde, était un point de passage obligé pour accéder au secret du langage que je vous évoquais à l'instant. Cette humilité, évidemment le Christ l'a incarnée à l'extrême, à un moment où ses contemporains, en Judée romaine du début de notre ère, couraient après le pouvoir et les richesses. Mais avant lui, dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, les prophètes se distinguaient par les peaux de bêtes avec lesquelles ils se couvraient et par la nourriture très fruste qu'ils consommaient, comme Jean le Baptiste qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Mais l'exemple ultime de cette humilité, c'est encore la figure de Moïse, dont la Bible écrit dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 3, qu'il était fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur la terre. Voilà pourquoi, en hébreu, le mot « char », avec un point ici, signifie s'abaisser, s'accroupir, être humble ou même être humilié. Cette capacité à s'humilier, Shahra, était aussi la clé pour le Mashiach de se faire accepter par tous, en particulier par les plus puissants, et rassembler autour de lui les chefs de tribus qui étaient eux aussi d'excellents conteurs. Exactement comme aujourd'hui, nos comiques en Occident, les griots en Afrique, les bouffons et les troubadours au Moyen-Âge, parviennent à éveiller les consciences, celles du peuple comme celles du roi, pour peu qu'ils réussissent à réduire l'importance de leur ego. Il y en a même qui n'hésitent pas, alors même qui s'adressent à des dirigeants de grandes entreprises françaises, à faire des vidéos abracadabrantesques en portant des cravates trop colorées et en étant entourés d'un perroquet et d'un crâne posé sur une Bible. Mais vous en connaissez à présent la raison. Pour réunir les tribus et libérer leur potentiel de coopération, il faut savoir s'abaisser. Alors vous me direz concrètement, qu'est-ce que ces élucubrations sur la coopération intertribale et le secret du langage impliquent concrètement pour votre tribu, pour votre entreprise? Vous l'aurez compris, nous en sommes encore à l'âge de pierre. Les mots et les décors ont changé, mais les histoires que nous vivons et que nous racontons sont globalement les mêmes. Nous sommes dans ce que j'appelle l'ère
mythologique. Et votre entreprise n'est ni plus ni moins que l'analogue des tribus de ces temps archaïques. Et tout comme autrefois, à l'intérieur de la tribu, la proximité crée la confiance. Mais il est des circonstances, en particulier celles induites par le changement climatique, sur lequel je reviendrai très bientôt, qui poussent les hommes à dépasser ces frontières tribales pour développer la coopération non plus à l'échelle de la tribu, mais à l'échelle intertribale. C'est la fameuse problématique de la coopération et de la fluidification des échanges interentreprises que je porte dans le désert depuis tant d'années maintenant et à laquelle s'est récemment attelée l'Agence informatique financière de l'État avec son projet pharaonique de facture électronique qui devrait voir le jour d'ici 1 an, si Dieu le veut. Et il est donc temps que votre entreprise, en particulier si elle est importante, prenne la mesure du rôle qu'elle joue au sein de son écosystème. Dans les années qui vont venir, nos sociétés vont être profondément déstabilisées par la dissension et la fragmentation. Et il revient donc aux plus grands et aux plus puissants d'assumer dès maintenant leur rôle structurant pour recréer de l'unité et de la fraternité au sein de nos sociétés. Voilà pourquoi votre entreprise doit être capable de s'ouvrir largement aux collaborations externes, pour diffuser une culture de confiance et non une culture de méfiance, pour diffuser une culture de créativité et non une culture d'angoisse et d'inertie. Ça vous fait peur ? C'est normal, on a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est d'ailleurs parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova afin d'accompagner chacun de vos collaborateurs et chacun de leurs partenaires dans la prise en main du premier système de gestion conçu par un anthropologue. Alors je suis sûr que cette vidéo aura fait écho à des situations et des problématiques que vous rencontrez au quotidien dans votre organisation. Au-delà du plaisir que j'ai à partager cette découverte anthropologique majeure, mon principal objectif reste avant tout de contribuer à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite.